L'étude de la dialectique pour Aristote ne peut pas se faire sans montrer en quoi celle-ci est l'héritière de la dialectique socratique telle que nous la connaissons d'après l'œuvre de Platon, mais aussi en quoi celle-ci s'en sépare. Donc, nous arrivons à ce chapitre, dialectique socratique et aristotélicienne. Avant de commencer, je rappelle que tout part du syllogisme, c'est-à-dire de la déduction. Le syllogisme dont vous avez ici le rappel de la définition. Le syllogisme est un discours dans lequel certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces données en découle nécessairement, c'est-à-dire que la conclusion doit nécessairement découler des prémices par le seul fait de ces données, par le seul fait des prémices. Que ces prémices, d'ailleurs, soient vraies ou fausses, nous avons un syllogisme, c'est-à-dire une déduction, lorsque la conclusion, qu'elle-même soit vraie ou fausse, découle nécessairement des prémices. Nous avions également distingué donc deux types de prémices. Les prémices de la science, qui sont donc des prémices qui sont connues comme vraies et qui permettent à la déduction d'aboutir à une démonstration scientifique, qui sont distinguées donc elles-mêmes des prémices simplement admissibles, donc endoxa ou admises, tout dépend de la traduction. Et lorsque nous déduisons une proposition nouvelle à partir de prémices qui sont simplement admissibles, nous pouvons le faire dans le cadre de deux disciplines, la dialectique et dans une moindre mesure la rhétorique. Rappelons également les conditions qui font qu'une prémisse peut être une prémisse d'un syllogisme scientifique, donc d'une déduction scientifique, d'une démonstration. Donc, eh bien, pour avoir un syllogisme scientifique, nous avions vu que les prémices doivent être vraies, première, cause de la conclusion, et plus connues que la conclusion. Alors, que se passe-t-il pour les syllogismes dialectiques, c'est-à-dire ceux dont les prémices ne sont pas vraies et premières, mais où elles sont simplement admissibles? Que signifie cette propriété d'être endoxa, d'être simplement admissible, et en quoi ce type de syllogisme est-il utile dans la dialectique? Et donc, avant de pouvoir comprendre cela, il faut d'abord chercher à comprendre ce qu'est la dialectique. La dialectique est essentiellement une méthode de dialogue, par laquelle nous cherchons à mettre à l'épreuve essentiellement les opinions d'autrui lorsque nous discutons. En fait, Aristote estime que tous, spontanément, nous mettons en œuvre de façon spontanée, de façon un peu primaire, peut-être naïve, la dialectique, c'est-à-dire que lorsque d'autres énoncent devant nous des opinions, nous cherchons d'une façon ou d'une autre à en éprouver la vérité, à les mettre à l'épreuve, et pour faire cela, nous devons faire l'usage de la dialectique. Donc, quelle est la définition de la dialectique? Vous avez ici une définition que nous trouvons dans les topiques étant l'ouvrage d'Aristote qui se situe dans l'Organon. Alors pour la compréhension de ce qu'est cet ensemble d'ouvrages d'Aristote que l'on a ensuite appelé l'Organon, je vous renvoie à la première séance que nous avions eue ensemble. Et donc, la définition de la dialectique, donc c'est une méthode, donc c'est ce qui va nous permettre de
dialoguer, de mettre à l'épreuve les opinions d'autrui, mais non pas de façon désordonnée, de façon spontanée, purement empirique, mais de façon méthodique, efficace. Donc c'est une méthode qui nous rendra capables de raisonner déductivement, donc par un syllogisme donc concluant, un syllogisme valide, en prenant appui sur des idées admises, sur des opinions admises, des endoxa, sur tous les sujets qui peuvent se présenter, comme aussi lorsque nous aurons nous-mêmes à répondre d'une affirmation de ne rien dire qui lui soit contraire. Que veut dire ici Aristote ? Donc nous pouvons dans un premier temps résumer la chose ainsi. La dialectique est une méthode de discussion, une méthode de dialogue donc, dont le premier objectif est de mettre à l'épreuve des thèses qui font l'objet d'une opinion, donc dont nous ne sommes pas sûrs de la vérité, et donc l'objet de la dialectique est de voir si ces thèses vont pouvoir passer l'épreuve de la discussion. Et le philosophe qui, le premier, a utilisé le dialogue pour mettre à l'épreuve la vérité d'opinion, la vérité de thèse, est Socrate, en tout cas Socrate, tel que nous le connaissons d'après ses disciples et en particulier d'après Platon. Pour comprendre donc la dialectique aristotélicienne, il nous faut nous replonger dans l'héritage socratique et donc dans la dialectique de Socrate. Un petit rappel chronologique. Donc Socrate lui-même n'a rien écrit. Il a eu entre autres élèves Platon, qui donc a écrit des dialogues qui le mettent en scène, non pas tous les dialogues de Platon, mais la majorité des dialogues de Platon. Et Aristote lui-même était un élève de Platon. Et donc on peut dire que ce qu'il sait de Socrate, et en particulier lorsque nous étudions sa conception de la dialectique, nous voyons qu'elle doit beaucoup à la dialectique de Socrate. Il l'a su à la fois à travers l'œuvre de Platon, mais aussi à travers l'enseignement de Platon que celui-ci a reçu au sein de l'académie, puisque donc Socrate n'a rien écrit, n'a pas en tant que tel fondé d'école, il enseignait dans les endroits où il se trouvait, qu'il s'agisse d'endroits privés, d'endroits fermés, ou qu'il s'agisse de la rue, de la place publique, mais il n'a pas fondé formellement d'institution. Donc c'est Platon qui lui a fondé donc une école, l'académie, qui s'est perpétuée, et ensuite Aristote, le lycée. Donc le Socrate dialecticien, le Socrate qui va mettre en œuvre le dialogue qui ensuite va inspirer la dialectique aristotélicienne, est essentiellement le Socrate tel qu'il apparaît dans les dialogues de Platon. Je rappelle que Socrate apparaît également chez Xénophon, par exemple dans les Mémorables, mais sa façon de pratiquer le dialogue n'a pas exactement les mêmes caractéristiques. Donc rappelons donc, que Socrate est mort en 399, et que sa mort elle-même est décrite par Platon dans 3 ouvrages, donc l'Apologie de Socrate, donc, qui retrace le discours que Socrate aurait prononcé lors de son procès. Ensuite, donc le Criton et le Phédon, qui sont 2 dialogues.
Et donc là, s'il vous fallait lire quelque chose sur Socrate, bien évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de lire l'Apologie de Socrate. Donc, si nous cherchons à comprendre ce qu'était Socrate, ce qu'était le Socrate dialecticien, donc nous devons revenir au dialogue de Platon, mais pas à tous les dialogues, car on distingue au sein des dialogues de Platon des dialogues qui correspondent, ou dont il est vraisemblable qu'ils correspondent d'assez près à ce qu'était l'enseignement de Socrate, qui va ensuite indirectement inspirer ce que Aristote entend par dialectique, d'autres dialogues de Platon où Socrate apparaît, mais où il n'œuvre pas de la même façon, où il va exposer de façon positive des doctrines platoniciennes qui certainement ne correspondaient pas à l'enseignement qu'il délivrait, et ceci d'ailleurs était connu dès l'Antiquité. Donc, lorsque nous parlons de Socrate, nous cherchons d'une façon ou d'une autre à nous rapprocher de ce que devait être le Socrate historique, et pour cela, donc, nous allons chercher dans les dialogues de Platon ceux où Socrate a le rôle d'un réfutateur, c'est-à-dire que il ne soutient pas une doctrine, mais cherche justement à mettre à l'épreuve la réponse à une question qui est donnée par l'interlocuteur, alors que lui-même ne donne aucune réponse. Donc, il fait œuvre de réfutateur, et à la fin du dialogue, une fois que l'interlocuteur ou que les interlocuteurs ont été réfutés par Socrate, aucune réponse ne sera donnée, c'est-à-dire qu'aucune réponse donnée par les interlocuteurs de Socrate ne va réussir avec succès l'épreuve de la réfutation. Il n'y a donc pas de réponse, c'est pour cela que l'on dit que ces dialogues sont aporétiques. Aporétique, cela signifie que ça ne débouche sur rien. En grec, cela vient de aporia, qui signifie l'absence de passage, c'est-à-dire que ce sont des dialogues qui ne débouchent sur rien, sur aucune réponse. Finalement, le seul gain est que nous savons que les solutions qui ont été mises en avant par les interlocuteurs sont vraisemblablement fausses, puisqu'elles ne passent pas l'épreuve de la réfutation. Donc, les dialogues où Socrate apparaît dans ce rôle spécifique de réfutateur et les dialogues donc, qui en même temps sont aporétiques sont donc les suivants. Donc, que vous les voyez ici affichés, je ne vais pas les détailler. Donc simplement, je dirais que, mis à part le fait que le personnage de Socrate apparaît, que son rôle est réfutatif et qu'ils sont aporétiques, on peut également souligner que ce sont tous des dialogues qui ont des thèmes moraux, mis à part le Tidème, le dernier de ces dialogues, qui est un dialogue dont les interlocuteurs sont des sophistes professionnels, des intellectuels professionnels que Socrate va ridiculiser et que nous allons laisser de côté pour l'instant. Donc nous pouvons dire que, mis à part ce dernier dialogue de l'Eutydème, tous les autres dialogues aporétiques sont des dialogues dont le thème est un thème moral. Donc, par exemple, Lion a pour thème la poésie, l'art des Aèdes,
Le laquais a pour thème le courage, il s'agit de définir le courage. Le carmide a pour thème la sagesse, donc il s'agit de définir la sagesse. Le protagoras se donne pour question la vertu peut-elle s'enseigner. Le tifron pose la question de la définition de la piété. L'hippias majeur, il est ici mis entre crochets parce que certains critique doute de son authenticité, donc a pour thème la définition du beau, qu'est-ce que le beau, et nous pouvons également prendre le livre 1 de la République, dont certains pensent qu'il a été écrit dans un premier temps et que les 9 autres livres ont été ajoutés par la suite. En tout cas, quoi qu'il en soit, si nous prenons le livre 1 de la République en le détachant des livres suivants, nous pouvons voir qu'il s'agit d'un dialogue qui obéit tout à fait aux caractéristiques du dialogue socratique, c'est-à-dire que nous avons un thème moral, une question morale, la définition de la justice, qu'est-ce que la justice, différentes solutions sont évoquées par les partenaires dialectiques de Socrate et à la fin, aucune réponse n'est donnée. De fait, il faudra les 9 autres livres pour arriver à une réponse. Ces dialogues, donc, où le personnage de Socrate apparaît, où il a essentiellement un rôle de réfutateur et qui sont aporétiques, c'est ce qu'on appelle les dialogues socratiques chez Platon. Donc un dialogue socratique d'un point de vue technique, ce n'est pas un dialogue de Platon où Socrate apparaît, parce que dans ce cas-là, Socrate apparaît pratiquement dans tous les dialogues, mais c'est un dialogue qui obéit aux caractéristiques que nous venons d'énumérer. Mais cela ne suffit pas pour appréhender ce qu'était la dialectique de Socrate, et donc nous allons maintenant la préciser en voyant quelles en sont les règles. Et donc, en quoi consiste un dialogue socratique, tel que nous le trouvons donc chez Platon? Eh bien, nous avons 2 partenaires. Le premier partenaire soutient une thèse. C'est ce qu'on appelle le répondant, parce qu'il va devoir répondre à celui qui questionne, rôle qui est assumé par Socrate. Et donc, le rôle du répondant, eh bien, c'est tout d'abord de donner une réponse à la question posée au départ. Par exemple, la vertu peut-elle s'enseigner? Par exemple, la question du Protagoras, ou qu'est-ce que la vertu? Ah mais non, ce n'est pas exactement tout à fait un dialogue socratique, même s'il commence par un dialogue socratique, mais donc qu'est-ce que le beau pour l'Hippias? Donc le rôle du répondant est de donner une réponse à la question posée, au problème posé, et ensuite de répondre aux questions que va lui poser Socrate. Socrate, lui, va donc prendre le rôle du réfutateur. Il va poser des questions aux répondants et progressivement, ces questions vont réussir à montrer aux répondants qu'il ne peut pas soutenir la thèse qu'il avait soutenue au départ. Alors nous allons ensuite comprendre pourquoi. Mais lorsque le répondant donc répond à la question de départ, qu'est-ce que la vertu, ou qu'est-ce que la piété, par exemple, pour le dialogue de Tifron, le répondant doit répondre de façon sincère,
Donc nous pouvons dire que c'est une première règle du dialogue socratique, et souvent d'ailleurs Socrate rappelle parfois ses interlocuteurs à l'ordre, c'est-à-dire que l'interlocuteur ne doit pas répondre pour répondre ou donner n'importe quelle réponse, parfois pour se tirer d'affaire, mais il doit être personnellement engagé dans la thèse qu'il soutient. Ça doit être un engagement existentiel, il doit donc répondre sincèrement. Pourquoi ? Parce que l'entretien ne vise pas seulement en fin de compte à donner la réponse à la question posée au départ. Eh bien, si nous prenions le premier livre de la République, qu'est-ce que la justice ? Mais à travers les questions que Socrate va poser, ce qui est mis à l'examen, ce n'est pas simplement la thèse soutenue par le répondant, mais à travers cette thèse, c'est sa façon de vivre, puisque le répondant répond en fonction de sa façon de vivre et sa façon d'agir. Et nous sommes bien ici dans des questions morales, comme nous l'avons vu. Ensuite, la deuxième règle que nous pouvons dégager est une règle qui est une règle plus formelle. Et c'est une règle très importante sur laquelle Socrate revient souvent. Les questions et les réponses doivent être courtes. En effet, les interlocuteurs de Socrate ont souvent tendance à vouloir donner des réponses étendues, des sortes de petits discours, de petits monologues pour répondre aux questions courtes que Socrate va poser. Or, c'est une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, parce que si on donne une réponse longue, on risque beaucoup plus de dévier du sujet, de ne pas donner véritablement de réponse à la question posée. Et donc, il est très important, et c'est ce que Socrate cherche toujours à obtenir, ce sur quoi il revient souvent, d'obtenir du répondant une question courte. Donc on voit que le dialogue socratique, ça n'est pas du tout un débat dans le sens où nous l'entendrions par exemple à travers la télévision ou même lorsqu'on organise des tables rondes, des débats, etc. Avec un modérateur, des interlocuteurs qui chacun exposent leurs thèses, leurs arguments, etc. Donc là, ce n'est pas et ceci de façon longue. Là, ce n'est pas du tout le cas. La réponse doit être très courte. Ça prend maximum 2 lignes de grec et la réponse également. Et donc, de ce fait, pour introduire un petit peu de vocabulaire technique, les interlocuteurs de Socrate qui ont reçu souvent un enseignement rhétorique, qui ont déjà étudié chez les sophistes, ont appris à développer de longs discours, parce que c'est une compétence qui était tout à fait indispensable pour pouvoir exercer toute responsabilité politique à l'époque. Et donc, Socrate doit s'efforcer de leur faire renoncer à cette macrologie, à cette aptitude à développer des discours longs, pour leur faire adopter donc un discours court, une brachylogie de Brachus, court. Une troisième règle que nous pouvons également dégager, c'est que les deux interlocuteurs doivent s'efforcer de rechercher la vérité et non pas la victoire. Le but, en principe, du dialogue socratique, ce n'est pas de gagner un échange, de gagner un débat. Ce n'est pas du tout le but du point de vue de Socrate. Ce qu'il faut rechercher,
c'est la vérité, et donc ça implique d'accepter la réfutation. C'est-à-dire que l'art de Socrate fait que, au fur et à mesure que les répondants répondent à ces questions, ils se rendent compte que eh bien, leur thèse de départ ne peut plus être soutenue et qu'ils sont réfutés. Et alors Socrate se heurte à un problème psychologique, c'est que personne n'accepte d'être réfuté de façon facile, d'autant plus que en général ces échanges se déroulent en public, donc il est très difficile de perdre la face, surtout lorsque on a une certaine réputation. Et donc, Socrate doit amener son interlocuteur à accepter la réfutation, et bon, il emploie toute une série eh bien, de moyens, hein. Mais par exemple, Socrate dit de lui-même qu'il aime être réfuté. Il le dit par exemple dans le Gorgias, hein, j'aime être réfuté. Pourquoi ? Parce que être réfuté, c'est déjà apprendre quelque chose, c'est apprendre que la thèse que l'on soutenait est fausse, ce qui est déjà un gain. Et donc le principe du dialogue socratique est que la vérité doit émerger comme ce qui échappe à toute réfutation, comme ce qui réussit l'examen. Mais comme nous l'avons vu, de fait, dans les dialogues socratiques, la réponse n'est pas apportée à la fin, c'est-à-dire qu'aucune thèse n'échappe à la réfutation. Néanmoins, il y a un gain qui est obtenu à la fin du dialogue, c'est que alors que les interlocuteurs, surtout le répondant de Socrate au départ, ne savait pas mais pensait savoir, ce qu'on appelle la double ignorance, le fait de ne pas savoir et de ne pas savoir que l'on ne sait pas, eh bien, cet interlocuteur de Socrate, à la fin du dialogue, ne sait toujours pas, n'a toujours pas de réponse à la question, mais maintenant il sait qu'il ne sait pas. C'est ce qu'on appelle la simple ignorance, le fait de ne pas savoir, mais de savoir que l'on ne sait pas. Or, passer de la double ignorance à la simple ignorance, c'est déjà gagner quelque chose. Donc, il faut rechercher la vérité et non pas la victoire, contrairement à ce que faisaient d'autres praticiens du dialogue, les héristiques que Platon a mis en scène dans l'Eutydème, qui, eux, cherchaient par tous les moyens, par tous les sophismes, à gagner sur leur adversaire dialectique. Donc, on pourrait dire sur leur partenaire dialectique, qui n'était pas conçu comme un partenaire, mais comme un adversaire, comme une sorte d'ennemi. Enfin, une autre règle qui apparaît assez souvent dans les dialogues socratiques, surtout lorsque ceux-ci posent une question définitionnelle, donc par exemple, qu'est-ce que la piété dans le Tifron ? Eh bien, l'une des règles qu'il faut respecter à tout prix, c'est de répondre au niveau universel. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les interlocuteurs de Socrate, lorsqu'ils donnent une première réponse, vont donner une réponse qui se situe au niveau du particulier ou de l'individuel. Au lieu de donner une réponse générale, ils vont simplement donner un exemple. Bon, par exemple, Hippias, lorsqu'on lui demande qu'est-ce que la beauté, dira, eh bien, la beauté, c'est une belle femme. Évidemment, c'est impossible d'accepter cela comme une réponse correcte,
puisque ce que Socrate demande, c'est qu'est-ce que la beauté, non pas simplement pour les belles femmes, mais pour toutes les choses qui sont belles. Et or, on ne nomme belles pas seulement les belles femmes, mais tout le reste. Donc voilà pour les principales règles. Bien évidemment, il y en a d'autres que l'on va pouvoir repérer au fur et à mesure des dialogues, au fur et à mesure des rappels à l'ordre de Socrate. Donc voilà les principales règles du dialogue socratique. Nous avons vu que le dialogue socratique avait pour résultat de réfuter la thèse du répondant de Socrate. Nous arrivons donc maintenant au procédé de réfutation employé par Socrate. Je rappelle ici simplement que réfutation se dit en grec élenkos, que l'on peut parfois trouver dans certains textes de commentateurs. Alors nous n'allons pas les étudier tous, loin de là, simplement un petit aperçu de ces procédés donc, que Socrate emploie. Donc je dis toujours, je rappelle, en posant des questions courtes à son interlocuteur auxquelles celui-ci doit répondre là aussi de façon courte. Alors, je prends par exemple un mode de réfutation très courant dont nous avons déjà parlé, la réfutation concernant les réponses aux questions. Lorsqu'il s'agit de questions définitionnelles auxquelles le répondant répond au niveau du particulier. Nous avons ici un exemple. Donc Socrate a demandé à Lacès qu'est-ce que le courage, et Lacès lui a répondu le courage, c'est quand un homme est déterminé à faire tête à l'ennemi en gardant son rang sans prendre la fuite. Donc la définition du courage de Lacès, c'est le courage, c'est tenir tête à l'ennemi et ne pas reculer. Eh bien, pour réfuter cette définition, Socrate n'aura pas de mal à montrer qu'il existe des cas où, au contraire, ce qui est courageux, ce n'est pas de tenir tête à l'ennemi, mais de reculer, parce que ça peut être une manœuvre habile, de reculer pour ensuite avancer dans un deuxième temps. Et donc Socrate le montrera à Lacès, non pas en lui affirmant directement ce que je viens de dire, mais en posant à chaque fois des questions courtes à Lacès. Lacès va ainsi admettre qu'il existe des situations où être courageux implique de reculer, et donc va finalement devoir admettre que sa définition de départ est fausse. Une autre méthode que l'on peut rencontrer, ou même je dirais que l'on rencontre très souvent, je dirais même que c'est la matrice de toutes les réfutations socratiques, c'est la méthode qui consiste à faire surgir chez l'interlocuteur ou faire approuver par l'interlocuteur des opinions qui se contredisent, et en particulier donc faire surgir ou faire approuver par l'interlocuteur une opinion qui entre en contradiction avec la thèse soutenue au départ. Par exemple, donc Socrate dans l'Eutyphron demande à Eutyphron, qui est un prêtre, ce qu'est la piété. Qu'est-ce qu'être pieux? Et Eutyphron répond: le pieux est ce qui est agréable aux dieux, et l'impie ce qui leur est désagréable. Donc, ce qui correspond à la piété, c'est ce qui est agréable aux dieux, et ce qui correspond à une impiété est ce qui est désagréable aux dieux. Dans la suite immédiate du dialogue, Socrate va faire en sorte que Eutyphron comprenne que, par ailleurs, il admet
une thèse qui est en contradiction avec ce qu'il vient de soutenir. Mais il a été dit aussi que les dieux ont souvent entre eux des inimitiés et des haines, et qu'ils sont souvent brouillés et divisés. Les dieux se font la guerre, et c'est une opinion admise par Euthyphron. Pourquoi ? Parce que Euthyphron est un prêtre qui respecte la religion traditionnelle des Grecs de l'époque, et donc qui visiblement prend la mythologie traditionnelle au pied de la lettre, qui ne cherche pas à en donner une compréhension allégorique ou intellectuelle, et donc il estime que oui, parfois, comme le montre d'ailleurs Homère, les dieux souvent ne sont pas d'accord entre eux. Mais à première vue, il n'y a pas de contradiction directe entre cette thèse admise par Euthyphron et sa définition du pieux. De cette nouvelle opinion, donc mise à jour par son questionnement, Socrate va tirer des conséquences qui seront en contradiction avec la thèse de départ. Et selon toi, une même chose paraît juste aux uns et injuste aux autres, et c'est là la source de leur discorde et de leur guerre, n'est-ce pas ? Sans doute. Donc là, on voit une question courte. Si l'on résume, les dieux trouvent-ils, lorsqu'ils ne sont pas d'accord, les dieux trouvent-ils une chose, certains dieux trouvent-ils une chose juste et les autres injuste, hein. Et donc là, Euthyphron, qui a déjà été enseigné par Socrate concernant les règles du dialogue, répond de façon courte, il approuve. Et il suit de là qu'une même chose est aimée et haïe des dieux, qu'elle leur est en même temps agréable et désagréable. Effectivement, si une chose apparaît juste à certains dieux et injuste à d'autres, eh bien une même chose peut être à la fois aimée des dieux et au contraire haïe des dieux. Euthyphron, donc évidemment, là aussi de façon brachylogique, de façon courte, va approuver cela. Et donc, à partir de là, il est obligé d'admettre que sa définition, le pieux est ce qui est aimé par les dieux, ne peut pas convenir, puisque une même chose peut être à la fois aimée et haïe par les dieux, donc cela voudrait dire qu'une même chose peut être à la fois une chose pieuse ou une impiété. Donc nous avons vu quelles sont globalement, évidemment de façon très rapide, les règles de la dialectique socratique. Maintenant, que retrouve-t-on ou au contraire, quelles sont les différences entre la dialectique socratique et la dialectique aristotélicienne ? Eh bien, nous allons commencer par les différences. Les différences se situent d'abord dans le cadre de l'objectif que ces deux auteurs attribuent à la dialectique. Pour Socrate, l'objectif de l'entretien dialectique est la connaissance, c'est d'aboutir à une vérité, la vérité devant être ce qui résiste à l'épreuve de la réfutation. Et comme il s'agit de questions essentiellement morales qui sont posées par Socrate, l'objectif de l'entretien dialectique est aussi un objectif moral. C'est-à-dire que si l'on cherche à répondre à ces questions, c'est pour arriver au bonheur. Donc c'est moral dans un sens très large. Alors que pour Aristote, l'objectif de l'entretien dialectique est un objectif beaucoup plus limité. Il s'agit simplement de l'utiliser à titre d'exercice, à titre d'entraînement intellectuel. Car ce n'est pas de l'entretien dialectique
que nous pourrons tirer une connaissance véritable, puisque l'entretien dialectique part de prémices qui ne sont pas des prémices vraies, nécessairement vraies, connues comme vraies, comme celles de la science, mais ce sont des prémices qui sont simplement des endoxa, des prémices admissibles dont nous ne pouvons pas être sûrs de la vérité. Et donc, l'entretien dialectique va nous aider à raisonner, va nous permettre de développer nos facultés de déduction, mais ce n'est pas lui qui va, en tant que tel, nous faire parvenir à la connaissance. Donc, à l'opposé, la dialectique, pour Socrate, a pour objectif de parvenir à la connaissance, mais je rappelle quelle était la conception de la connaissance pour Socrate, ou la conception de l'objectif du dialogue pour lui, en tout cas tel que cela apparaît chez Platon. Socrate, dans beaucoup de ses dialogues, renouvelle ce qu'on appelle sa profession d'ignorance, c'est-à-dire qu'il estime que lui-même ne sait rien, en tout cas il n'a pas de réponse à la question qu'il pose. Donc Socrate prétend ne rien savoir, mais dans le Théétète, qui n'est pas exactement un dialogue socratique, mais qui est une réflexion sur l'enseignement de Socrate, dans ce passage en tout cas. Donc dans le Théétète, Socrate va se décrire comme un accoucheur, et donc comme celui qui pratique l'art de la maïeutique. Pourquoi ? Parce que la maïeutique est l'art de l'accouchement, l'art que pratiquaient les accoucheuses. Et Socrate, lui, donc, se prétend accoucheur, mais accoucheur non pas de femmes, mais d'hommes, et accoucheur non pas de corps, mais d'âme, ou plutôt de fait accoucheur de savoir. Pourquoi ? Parce que les accoucheuses étaient en principe des femmes stériles, de vieilles femmes, mais qui pouvaient donc aider les femmes fécondes à mettre au jour ce qu'elles portaient en elles, l'enfant qu'elles portaient en elles. De même, Socrate estime que lui-même est stérile au niveau du savoir, c'est-à-dire qu'il ne sait rien, mais par contre il sait qu'il ne sait rien. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas victime de la double ignorance, mais il est passé de la double ignorance à la simple ignorance. Donc lui, Socrate, ne sait rien, mais il prétend dans l'exercice du dialogue aider autrui à mettre au jour, à délivrer le savoir qu'éventuellement il porte en lui. Et ce qui va lui permettre de mettre au jour ce savoir, de le faire accoucher de son savoir, eh bien tout d'abord, dans un premier temps, il va lui faire exprimer son opinion comme une réponse aux questions posées, et ensuite il va faire subir à l'opinion l'examen de la réfutation. Donc il s'agit bien d'un objectif de connaissance, non pas de connaissance du réfutateur en tant que tel, mais de mise au jour de la connaissance qui est censée se trouver dans l'âme de celui qui joue le rôle de répondant. Donc ce n'est pas du tout le cas chez Aristote. Chez Aristote, il n'est pas question de connaissance lorsque nous sommes dans un entretien dialectique. Dans un entretien dialectique, donc aussi bien d'ailleurs le répondant que le réfutateur vont soutenir des thèses
qui sont simplement admissibles et également admettre au fur et à mesure du dialogue des thèses qui sont simplement admissibles et donc sans parvenir à aucune connaissance que ce soit. L'autre grande différence est que, comme nous l'avons vu chez Socrate, les réponses doivent être sincères. Le répondant est personnellement engagé dans le dialogue. Il en va de sa vie. Alors que chez Aristote, l'entretien dialectique est un exercice, un entraînement, une situation conventionnelle où on ne demande pas d'engagement personnel, que ce soit du côté du réfutateur ou du côté du répondant. Autrement dit, supposons que l'on prenne donc une question dialectique, la question « qu'est-ce que la justice ?» Eh bien, le répondant, celui qui joue le rôle de répondant dans l'entretien dialectique, va donner une réponse, par exemple, la justice, c'est faire du bien à ses ennemis et du mal à ses ennemis. Il va donner une réponse, mais cette réponse va être considérée comme correcte dans le cadre de l'entretien dialectique aristotélicien uniquement parce que c'est une réponse plausible, c'est une réponse admissible. Nous allons voir ensuite ce que cela signifie. Mais peu importe que ce soit ou non la réponse qu'adopterait intimement le répondant. Tout ce qui importe, c'est simplement qu'il se livre à l'exercice intellectuel. Et quel sera l'exercice intellectuel ? Eh bien, c'est que le réfutateur va chercher, comme Socrate à partir de questions, à faire en sorte que le répondant arrive à soutenir des opinions, des endoxa, donc, qui entrent en contradiction avec sa thèse de départ. Et pourquoi le répondant, à partir de quoi le répondant va-t-il au fur et à mesure répondre aux questions posées par le réfutateur? Eh bien, il va répondre là aussi en fonction de thèses admissibles, de thèses plausibles, qu'il est raisonnable d'admettre, même si nous ne sommes pas sûrs qu'elles soient vraies. Donc, ici, c'est la grande différence entre la dialectique socratique et la dialectique aristotélicienne. Ce qui était on peut dire, une pratique centrale, une pratique existentielle de transformation de son âme, de sa connaissance, de sa vie, devient, chez Aristote, simplement un exercice d'école. En quelque sorte, c'est ce qui remplace notre dissertation, mais évidemment, ce qui se pratiquait à l'oral, qui se pratiquait par une étude des différentes techniques, et différentes techniques qui sont énumérées dans les topiques. Mais malgré ces différences, lorsque nous lisons les topiques, nous voyons qu'Aristote reprend beaucoup de caractéristiques que nous trouvons dans les dialogues socratiques. Donc, je dirais que l'objectif de la dialectique a changé, mais ses moyens, ses règles, elles demeurent les mêmes. Donc, nous arrivons maintenant aux continuités. Eh bien, la continuité, c'est-à-dire ce qui demeure d'Aristote, de Socrate à Aristote, eh bien, c'est tout d'abord le fait qu'il s'agit de mettre à l'épreuve des opinions, donc opinions qui, dans le vocabulaire technique, deviennent des endoxa, mais endoxa,
comme nous l'avions déjà vu dans doxa, dans endoxa, il y a doxa, c'est-à-dire l'opinion, hein, donc des thèses admissibles. Vous avez aussi deux rôles, hein, le réfutateur et le répondant, ces deux rôles qui demeurent, hein, avec les mêmes règles de l'entretien, la nécessité de la brachylogie, de ne pas changer d'une question pour l'autre, etc. Donc ce sont les mêmes règles techniques de l'entretien, simplement le rôle que nous prenons, les pratiquants de la dialectique prennent de réfutateurs ou de répondants, ils ne le prennent pas par une forme d'engagement personnel, mais simplement à titre d'exercice. Et on peut chercher à soutenir ou à réfuter une thèse simplement pour l'exercice, même si ce n'est pas la thèse que l'on soutient personnellement ou que l'on voudrait réfuter personnellement. Enfin, le moteur de la réfutation demeure. Réfuter, c'est faire et admettre par le répondant des opinions contraires avec la thèse de sa réponse de départ. Donc, la réfutation se fonde sur la contradiction des opinions. En fin de compte, nous pouvons dire que pour Aristote, la dialectique est une méthode qui nous apprend, dans un entretien dialectique, à tenir de façon efficace aussi bien le rôle du réfutateur que le rôle du répondant. Le réfutateur est celui qui, tout d'abord, doit découvrir le syllogisme dialectique qui lui permettra de réfuter la thèse soutenue par le répondant, sa réponse au problème dialectique. Autrement dit, ce qu'il va devoir faire en premier, c'est trouver quelle est la thèse qu'il va devoir faire admettre au répondant et qui entrera en contradiction avec sa réponse de départ. Une fois qu'il aura trouvé quelle est cette thèse, il va falloir qu'il trouve toute une série de syllogismes intermédiaires, c'est-à-dire de thèses partielles ou disons d'étapes du raisonnement qui progressivement mèneront le répondant à admettre la thèse qui entre directement en contradiction avec sa réponse. Car en effet, le répondant, si jamais on lui posait d'emblée la question, une question qui impliquerait une réponse directement en contradiction avec sa thèse, se méfierait. Et donc, il va falloir que le réfutateur réfléchisse à l'avance aux étapes de l'entretien dialectique pour arriver progressivement à faire admettre au répondant la thèse qui entrera en contradiction avec sa réponse de départ. Donc voilà quel est le rôle du réfutateur et la dialectique et cette technique qui est censée nous permettre de trouver quelles sont les étapes rationnelles qui permettent de mettre en œuvre cette stratégie. Mais la dialectique aussi est la discipline qui nous apprend à tenir le rôle du répondant. Et le rôle du répondant sera d'être suffisamment alerte pour ne pas admettre les thèses qui risquent de mettre ensuite en danger la thèse qui est soutenue au départ, sa réponse de départ à la question. Et donc, ainsi, de ne pas perdre, en quelque sorte, l'entretien dialectique. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que Aristote récupère la méthode socratique, mais pour la faire, lui donner à nouveau un sens agonistique, en quelque sorte, comme ça pouvait être le cas chez les sophistes. Il s'agit d'un entretien avec un perdant et un gagnant,
Mais ce jeu n'est pas un jeu sérieux en quelque sorte, c'est un jeu qui a uniquement vocation d'entraînement, vocation d'exercice pour ensuite nous permettre d'aborder la véritable philosophie. Et donc, nous allons poursuivre avec la vidéo suivante concernant la relation chez Aristote entre la dialectique et la philosophie.